Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Et c'est un des plus grands penseurs politiques français que Franck Ferrand a l'intention de nous présenter cet après-midi sur Europe 1. Mais il a choisi pour le faire un angle assez inattendu. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. D'Alexis de Tocqueville, on connaissait la puissance de pensée, on connaissait bien sûr la pertinence des analyses qu'il traite de la démocratie, de la Révolution française, des États-Unis. En son temps, tout ça était très fort. Eh bien, aujourd'hui, c'est un Tocqueville humoriste dont j'aimerais vous parler. Un Tocqueville dont vous allez voir qu'il ne manquait pas d'esprit. Et ce, grâce à la parution d'un livre sur l'humour de Tocqueville. Eh oui, Tocqueville humoriste, c'est le titre du réjouissant petit recueil que vient de faire paraître Hippolyte Wouters. Vous connaissez au moins le nom d'Hippolyte Wouters, puisque c'est cet avocat bruxellois qui a relancé, il y a 20 ans, l'affaire Corneille-Molière. Eh bien, son nouvel ouvrage devrait faire un peu moins de vagues que celui sur Corneille et sur Molière, quoique. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes tellement immergés dans le régime démocratique que nous finirions presque par le considérer comme naturel, comme allant de soi. Le moins que l'on puisse dire pourtant, c'est qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Pendant des siècles, la démocratie est demeurée un régime d'exception qui ne fonctionnait d'ailleurs que dans le cadre de communautés humaines peu peuplées. Au XIXe siècle, alors que le régime démocratique moderne commence à s'imposer, on se pose énormément de questions à son sujet. On se demande quelles sont la nature, les enjeux, l'avenir des démocraties. Quand je dis « on », je devrais dire « il », car le penseur qui s'est le plus intéressé à ces questions s'appelait Alexis de Tocqueville. Oh, bonne famille, Tocqueville, bonne noblesse normande. Le petit Alexis est né au début du Premier Empire, en 1805, dans une famille ultra-royaliste. Son père, le comte de Tocqueville, a été soldat de la garde constitutionnelle de Louis XVI. On appellera cette garde, vous savez, la garde Brissac. C'est elle qui était chargée de défendre et de protéger le roi après l'épisode de Varennes, dans les temps extrêmement troublés de la toute fin de la royauté. Ce père de Tocqueville, donc, après s'être exilé en Angleterre, était rentré en France sous l'Empire. Il est devenu préfet du roi sous la Restauration et bien entendu, il a élevé ses enfants dans une idée, dans une mentalité extrêmement fidèle à l'Ancien Régime et à la légitimité de la branche aînée des Bourbons. À 22 ans, en 1827, son fils Alexis devient juge au tribunal de Versailles. C'est là qu'il va faire la connaissance de son grand ami Gustave de Beaumont. On reviendra tout à l'heure évidemment sur la figure de Beaumont. Et après la chute de la monarchie de droit divin, après la révolution des Trois Glorieuses et l'installation de la monarchie constitutionnelle du duc d'Orléans, qui devient le roi des Français sous le nom de Louis-Philippe, eh bien Alexis prête serment au nouveau régime. Oh, vous dire qu'il fait de bon cœur serait excessif, hein. Il est pas tellement enthousiaste à l'égard de cette nouvelle monarchie de juillet. Mais enfin, il fait contre mauvaise fortune bon cœur et très vite, il va s'embarquer avec Beaumont pour les États-Unis où ils sont envoyés tous les deux afin d'étudier le système pénitentiaire américain. Vous savez que les Américains avaient et ont toujours du reste des idées bien particulières sur la façon d'organiser les prisons. Eh bien, on demande à ces magistrats d'aller voir, ces magistrats français, d'aller voir ce qui se fait là-bas dans ce tout nouveau pays pour peut-être pour s'en inspirer de ce côté-ci de l'Atlantique. Et on peut dire que pour Tocqueville, c'est une grande découverte, une grande révélation que ce pays entièrement neuf où s'expérimente le nouveau principe démocratique. En fait, aux États-Unis, Alexis de Tocqueville va acquérir la conviction que le principe démocratique existe dans ce pays en quelque sorte à l'état pur. Ben oui, les États-Unis sont un pays neuf, il n'y a pas d'aristocratie là-bas, il n'y a pas eu de révolution, etc.
Évidemment, il y aura la guerre de sécession, mais elle viendra plus tard et sur des problématiques que Tocqueville n'avait pas entièrement vues, quoique un certain nombre figurent déjà évidemment dans son ouvrage de la démocratie en Amérique. Mais en tout cas, il est en face d'un modèle qui est quasiment pur et parfait et qui lui permet d'étudier la question sur un plan politique, sur un plan sociologique, sur un plan éthique. Dans les États-Unis des années 1830, que découvre donc notre jeune Tocqueville, chacun est à peu près l'égal de tous. Et c'est cette égalité de conditions qui, selon lui, crée les conditions d'une démocratie effective. Évidemment, cette égalité reste théorique et Tocqueville comprend tout de suite que l'État démocratique se juge aux passions de l'égalité qu'il suscite et non pas à une égalisation absolue dans les faits. Une égalisation, une égalité effective qui bien sûr n'est jamais atteinte, qui n'est qu'un but à atteindre pour ce nouveau régime démocratique. Le premier tome de l'essai de Tocqueville de la démocratie en Amérique paraît en 1835, le deuxième paraîtra en 1840, c'est un événement très important dans l'histoire des idées en Occident. Après la révolution de février 48, vous savez cette révolution qui va chasser Louis-Philippe, faire chuter son régime, faire chuter la monarchie de juillet et instaurer une république qui sera très éphémère puisque très vite le nouveau président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, va faire un coup d'État et s'intituler empereur, se proclamer empereur. En tout cas, au moment où Louis-Philippe quitte le trône, Tocqueville est élu à l'Assemblée constituante. Il fait partie du courant socialement conservateur, ce qu'on appelle le Parti de l'ordre, tout en défendant, et c'est tout le paradoxe, c'est toute la nuance de ce personnage, tout en défendant des institutions libérales, et notamment l'élection du président de la République au suffrage universel. Tocqueville est vice-président de l'Assemblée en 1849. Il est bien opposé à la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte à cette élection, donc en décembre 1848. Du reste, il va, et ça c'est assez extraordinaire, alors qu'il a lutté contre cette idée d'un Bonaparte président, il va accepter le portefeuille de ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Barrot. Ça dure pas très longtemps, ça dure de juin à octobre 1849. On peut dire que l'opposition de Tocqueville à Louis-Napoléon ne devient très ouverte que lors du coup d'État de 1851, contre lequel, alors là, il s'élève ouvertement. Il sera d'ailleurs incarcéré à Vincennes avant d'être relâché et de se retirer sur ses terres dans son château de Tocqueville où il va écrire la deuxième de ses grandes œuvres, c'est-à-dire l'Ancien Régime et la Révolution. On est là en 1856. Tocqueville, à ce moment-là, est déjà atteint de tuberculose. Il se retire sur la Côte d'Azur, à Cannes, pour essayer de se soigner. Et c'est à Cannes qu'il mourra, donc très jeune, à 54 ans, en 1859. L'Ancien Régime et la Révolution, c'est non seulement une œuvre très importante pour l'évolution de la pensée politique, c'est aussi un chef-d'œuvre littéraire. Je me rappelle mon ravissement à l'époque où j'étudiais les sciences politiques devant la limpidité de cette pensée qui a l'air de parfaitement couler de source. Quand l'inégalité est la loi commune d'une société, écrit par exemple Tocqueville à propos de l'ancienne France et de la nouvelle, les plus fortes inégalités ne frappent point l'œil. Mais quand tout est à peu près de niveau, les moindres le blessent. C'est pour cela que le désir de l'égalité devient toujours plus insatiable à mesure que l'égalité est grande. D'où cette question qui taraude, que dis-je, qui obsède littéralement Tocqueville: comment éviter que la passion de l'égalité ne l'emporte sur la liberté? Ce risque, constate-t-il, n'existe quasiment pas aux États-Unis. Là-bas, en effet, cette passion de l'égalité n'a pas, comme en Europe, préexisté à la liberté. Seulement en France, il y a cette administration centralisée, très lourde, très ancienne, qui pourrait transformer, nous dit Tocqueville, la quête d'égalité en un despotisme de l'égalitarisme. C'est là que Tocqueville combat dans l'œuf le socialisme qui d'emblée va être son ennemi.
D'où l'importance, selon lui, qu'en démocratie, la société conquiert son indépendance à l'égard de l'État. Les moyens d'y parvenir lui paraissent toujours concrets, pragmatiques. C'est en cela que que l'approche de Tocqueville est finalement peut-être moins politique et morale et moins historique que déjà sociologique. C'est ce qui fait de lui un penseur très novateur et très en avance sur son temps. Nouvel extrait sur Europe 1 du Requiem de Berlioz, Franck. Et oui, on est en plein dans cette époque, dans ce milieu du 19e siècle où vivait Tocqueville. Alors, j'ai employé, pour essayer de vous présenter vraiment à très grands traits la pensée du maître, j'ai employé pas mal de termes abstraits, je m'en rends compte. Un mot abstrait, disait Tocqueville, c'est comme une boîte à double fond. On y met les mots que l'on désire et on les en retire sans que personne ne le voie. Cette citation, je l'extrais évidemment du recueil d'Hippolyte Wouters, Tocqueville humoriste, paru chez Michel de Maulle, un ouvrage qui est, évidemment, c'est sa raison d'être, c'est un petit recueil, évidemment, qui est truffé de bons mots, de formules extrêmement heureuses, d'un esprit dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était très fertile, très inventif. Voilà, par exemple, ce que nous dit Tocqueville du peuple français. Ça doit intéresser nos auditeurs français, j'imagine. Quand je considère cette nation en elle-même, dit-il, je la trouve plus extraordinaire qu'aucun des événements de son histoire. En a-t-il jamais paru sur la terre une seule qui fût si remplie de contrastes et si extrême dans chacun de ses actes, plus conduite par des sensations et moins par des principes, faisant ainsi toujours plus mal ou mieux qu'on ne s'y attendait, tantôt au-dessous du niveau commun de l'humanité, et tantôt fort au-dessus. Un peuple tellement inaltérable dans ses principaux instincts qu'on le reconnaît encore dans des portraits qui ont été faits de lui il y a 2 ou 3 000 ans, et en même temps tellement mobile dans ses pensées journalières et dans ses goûts qu'il finit par se devenir un spectacle inattendu à lui-même et demeure souvent aussi surpris que les étrangers à la vue de ce qu'il vient de faire, le plus casanier et le plus routinier de tous quand on l'abandonne à lui-même, et lorsqu'une fois on l'a arraché malgré lui à son logis et à ses habitudes, prêt à pousser jusqu'au bout du monde et à tout oser, indocile par tempérament et s'accommodant mieux toutefois de l'empire arbitraire et même violent d'un prince que du gouvernement régulier et libre des principaux citoyens, aujourd'hui l'ennemi déclaré de toute obéissance, demain mettant à servir une sorte de passion que les nations les mieux douées pour la servitude ne peuvent atteindre. Le général de Gaulle plus tard, vous savez, dans le début de ses mémoires de guerre, dira à peu près la même chose, mais permettez-moi de vous le dire qu'il le dit avec à la fois moins de légèreté et moins de cuisante ironie. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et avec votre invité aujourd'hui, Franck Hippolyte Wouters, qui est avocat au barreau de Bruxelles et auteur notamment de Tocqueville humoriste aux éditions Michel de Maulle. Tocqueville est en effet un humoriste. Hippolyte Wouters avait publié il y a quelques années maintenant un très bel essai sur Proust humoriste. Finalement, on peut dire qu'il se fait quasiment une spécialité d'aller chercher chez quelques-uns de nos auteurs les plus sérieux tous les traits d'humour qui viennent littéralement illuminer leur prose. Si tant est qu'il faille illuminer une prose déjà lumineuse pour ce qui est notamment de Tocqueville, auteur dont on ne dira jamais assez à quel point il est parfaitement à la fois toujours puissant et toujours très clair. Je pense que c'est un modèle du genre. Alexis de Tocqueville, je dis bien, il était comte de Tocqueville, même s'il ne portait pas ce titre. Voilà ce qu'il écrivait lui-même dans une lettre à Madame Swetchine, une lettre de 1856, donc plutôt vers la fin de sa vie. C'était d'ailleurs une lettre de fin décembre, c'était une lettre de saison. Je ne me suis, disait-il, jamais dépouillé de mon titre. Je ne l'ai jamais pris
mais pas refusé non plus. J'ai toujours pensé que dans un temps où les titres ne représentent plus rien, il convenait d'agir avec eux comme la Bruyère dit qu'il faut faire avec les habits. Il y a de l'orgueil à vouloir être trop bien vêtu, mais il y en a aussi quelquefois à ne vouloir pas bien l'être. Toute la subtilité, toute la nuance de Tocqueville est dans ce genre de phrases, et vous vous êtes fait une gourmandise, Hippolyte Wouters, de les recueillir, d'aller les grappiller dans une œuvre par ailleurs assez touffue. Ah oui, c'est un vrai bonheur d'aller découvrir les perles comme ça dans des monceaux de phrases et de lettres et d'articles. Et même vous êtes allé recueillir certaines de ces conversations aux États-Unis, puisqu'on possède le script en quelque sorte. Effectivement, il avait un ami qui s'appelait William Nassau Jr., si je ne m'abuse, et qui conversait avec lui. Et alors, il était tellement enthousiasmé par les propos de Tocqueville qu'il les notait. Il en faisait une espèce de procès-verbal. Puis il envoyait le procès-verbal à Tocqueville pour demander c'est bien ça que vous avez dit. Tocqueville s'empressait de dire ok, nihil obstat. Il donnait l'estampille. Voilà, vous pouvez y aller. Alors, le grand sujet, si l'on regarde bien finalement, le grand sujet d'intérêt et d'étude de Tocqueville, ça aura été ce peuple français, son histoire et les incroyables contradictions dont je viens de donner quelques-unes à travers sa prose même. Mais sa grande découverte, c'est un autre peuple qui le repose, si je puis dire, des complexités françaises. C'est ce peuple qui, au moins en apparence, parce qu'on va voir qu'à mesure qu'il creuse, il découvre là aussi des contradictions, mais ce peuple qui a l'air tellement simple, ce peuple américain qui, pour les gens du 19e siècle, était vraiment un laboratoire en quelque sorte. Mais, effectivement, c'est la première fois d'ailleurs que les Français entendait parler vraiment de démocratie. Il n'avait connu la démocratie entre guillemets que sous la terreur. Si on peut appeler ça la démocratie, oui. Là, pour le coup, c'était bien la théorie de la tyrannie de l'égalité. En nom, en tout cas. Et donc, il va aux États-Unis pour d'autres raisons. Mais enfin, finalement, il s'amourache littéralement de cette démocratie américaine. Il la décrit, il en parle avec énormément d'enthousiasme, mais aussi avec beaucoup de précision, parce qu'il approfondit très fort son sujet. Et avec beaucoup de vachardise aussi, quand même, disons-le. Bien entendu, c'est là que j'ai retenu, bien sûr. Mais enfin, en gros, disons que son bilan pour les États-Unis est globalement positif. Et je me rappelle d'ailleurs que un jour, j'étais à Washington et j'en discutais avec un Américain. Je lui dis, mais enfin, pourquoi aimez-vous tant Tocqueville? Et il avait répondu avec son accent américain, oh, c'est très simple, parce que c'est le seul étranger qui dise de nous tout le bien que nous pensons de nous-mêmes. Et qui le dit tellement bien. Voilà. Il y a chez Tocqueville une fascination non seulement pour le modèle politique des Américains, mais aussi pour leur morale, disons-le. Oui. Il y a là peut-être l'admiration du catholique pour le protestant. Oui, il faut savoir que forcément les Américains sont un peu les descendants des puritains qui avaient été chassés d'Angleterre. Et donc, Tocqueville lui-même a quelque chose d'assez, je ne dis pas de puritain tout à fait, mais enfin, pour la rigueur. Il y a quand même, il y a quelque chose. Partisan d'une certaine rigueur, d'une certaine droiture. Et alors, il le décrit d'ailleurs avec humour, notamment quand il parle des femmes américaines. Voilà, oui, c'est ce que j'étais en train de chercher moi-même, mais vous connaîtrez même. Donc, quand il était aux États-Unis, il écrivait assez régulièrement à ses parents ou à ses amis. Alors, on a comme ça quelques exemples de traits ou de découvertes qu'il avait faites. Il disait par exemple, la femme américaine dit ceci: quand une femme se marie, c'est une vie de nonne, presque plus de société, un mari aussi estimable que froid pour toute compagnie, et cela jusqu'à la vie éternelle. Je me suis hasardé l'autre jour à demander à l'une de ces recluses à quoi en définitive une femme pouvait passer son temps en Amérique. Elle m'a répondu avec un grand sang-froid: à admirer mon mari. Et alors il ajoute pour sa belle-sœur: je vous dis ceci pour que s'il vous arrivait de vous ennuyer à la maison, vous sachiez ce que vous avez à faire.
extrait sur Europe 1 du concerto numéro 2 de Chopin, Franck. Qui a à peu près la même grâce et légèreté que le style de Tocqueville lui-même. Il n'aura pas eu, disons-le, Hippolyte Wouters, une bien grande carrière. En tout cas, sa carrière politique et spécifiquement ministérielle aura été réduite à fort peu de choses. Oui, non. Il faut dire que Tocqueville est un peu entré en politique par hasard. C'était pas son dessein initial. Et je crois que c'est précisément le succès de la démocratie en Amérique qui l'a porté vers la politique. Voilà quelqu'un que ses écrits auront porté. Oui, c'est absolument. l'inverse du parcours d'un très grand nombre d'hommes politiques. En général, les politiciens finissent par écrire ou par faire écrire. Mais lui, je crois qu'il a vraiment écrit lui-même. Et donc, il est devenu député du Cotentin. Il était étiqueté centre-gauche. Et il a lui-même expliqué dans ses souvenirs, qu'il faut lire absolument, dans ses souvenirs qu'il s'est fort ennuyé au milieu de la plate monotonie de ces temps-là et qu'il s'était beaucoup plus amusé au moment de la Révolution. Bien sûr. De la Révolution de 48. Et donc, assez curieusement, il accepte de devenir le ministre des Affaires étrangères de Louis-Napoléon quand ce dernier n'était encore que président Donc à l'été 49, de la République. Oui. Ça a duré 5 mois. Vous savez, on dit en général qu'un homme politique qui ne dirait jamais la vérité ne tiendrait pas un an, qu'un homme politique qui dirait toujours la vérité ne tiendrait pas un mois. Eh bien, il a tenu 5 mois. Et puis, en fait, il a été plus ou moins démissionné parce qu'il s'opposait à l'avènement de Louis-Napoléon en tant qu'empereur. Et donc, il s'est retiré dans ses terres où il a écrit ses souvenirs, à Sorrente d'ailleurs. Mais tout de même, cette fonction et cette carrière lui ont permis d'approcher un certain nombre de ses plus illustres contemporains. Il nous en dresse une galerie de portraits extrêmement durs, d'un vitriol très, très réjouissant. Et nous venons à cette galerie de portraits dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck qui a décidé aujourd'hui de nous prouver sur Europe 1 que Tocqueville ne manquait pas d'humour et pour ce faire, il reçoit Hippolyte Wouters. Ça pourrait paraître un défi insurmontable que de prouver l'humour de Tocqueville. Eh bien, grâce à Hippolyte Wouters et grâce à son recueil Tocqueville humoriste paru chez Michel de Maulle, ça devient un jeu d'enfant et un jeu assez amusant pour tout vous dire. Il ne faut pas voir de près les grands hommes, écrivait Tocqueville à sa femme. Quand une fois l'ambition les tient, ce ne sont plus que des bouchons de liège qui sont ballottés au gré de tous les courants. Des bouchons de liège dont il nous décrit certains avec une certaine rosserie tout de même, Hippolyte Wouters. Oui, vous avez parlé de vitriol, j'irais peut-être pas jusque-là. Non, d'ailleurs, oui, c'est plutôt... Parce qu'il est assez nuancé. Vous savez, Figaro disait « Sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur ». Tocqueville aurait plutôt dit « Sans la liberté de faire des compliments, il n'est pas de critique qui porte ». C'est un peu la même idée. Oui, il a fait une série de portraits assez magnifiques, assez drôles. Il nous parle, par exemple, ils sont drôles. Oui. Il nous parle de Louis-Philippe et il nous montre un roi beaucoup plus préoccupé de ce qu'il dit lui-même que de ce qu'il peut entendre chez autrui. C'est-à-dire qu'il fait des portraits de Louis-Philippe notamment et de Louis-Napoléon. Ce sont bien entendu les deux je dirais, les chefs d'État. Et il en parle avec, je dirais, une espèce de respect un peu amusé. Notamment, il a un entretien avec Louis-Philippe qu'il avait convoqué pour parler d'Amérique. Je désire que vous me parliez un peu d'Amérique, dit Louis-Philippe. Tocqueville le dit, je le connaissais assez pour savoir que ça voulait dire « je vais parler d'Amérique ». Au bout de 3 quarts d'heure, le roi se leva, me remercia du plaisir que notre conversation lui avait procuré, je n'avais pas dit 4 mots, et me congédia, enchanté évidemment de moi comme on l'est d'ordinaire, de tout homme devant lequel on croit avoir bien parlé. Il avait, ajoute-t-il, et d'une façon un peu plus vache, la plupart des qualités propres aux classes subalternes de la société. Rangé dans sa conduite, simple dans ses pratiques, mesuré dans ses goûts, pas de faiblesse ruineuse, pas de vice éclatant, et une politesse de marchand plutôt que de prince. Ah, oui, et encore plus vache encore, en général, disait-il, son style dans les occasions solennelles ressemblait à du Jean-Jacques Rousseau revu par ma cuisinière. Ce qui n'est effectivement pas très gentil. Il a connu encore mieux, bien sûr, Louis-Napoléon Bonaparte et entretenu avec lui, alors là, une relation qui est plus intéressante, qui est plus ambivalente. Il y a à la fois une forme d'admiration, beaucoup d'opportunisme, il faut le dire, et puis tout de même une très grande objectivité.
devant les limites du personnage, qu'il nous décrit comme un chef d'État rien moins que médiocre. Oui, assez, oui. Il disait d'ailleurs, sa dissimulation qui était profonde, comme celle d'un homme qui a passé sa vie dans les complots, Ce qui était le cas, ça, incontestablement. Ben oui, cédait singulièrement de l'immobilité de ses traits et de l'insignifiance de son regard. Car ses yeux étaient ternes et opaques, comme ces verres épais destinés à éclairer la chambre des vaisseaux qui laissent passer la lumière, mais à travers lesquels on ne voit rien. Oh là là. Et surtout pas l'éclair d'une intelligence. Et comme dit, il avait toujours, dit-on, été très adonné au plaisir et pas délicat dans le choix. Bon, il a connu Louis-Napoléon au début, c'était peut-être sa plus mauvaise époque. Il aurait peut-être un petit peu redessiné le portrait en fin de parcours. Devant l'homme souffrant et plus libéral. Oui, c'est ça, et plus libéral. Enfin, il avait eu, dit-il, avant d'arriver au pouvoir, le temps de renforcer ce goût naturel que les princes médiocres ont toujours pour la valetaille. C'est pas formidable non plus, ça. Et lui-même, à travers ses bonnes manières, laissait percer quelque chose qui sentait l'aventurier et le prince de hasard. Le mérite le gênait peu pour peu qu'il fût indépendant. Il lui fallut des croyances en étoiles et des adorateurs vulgaires de sa fortune. Alors, parmi les portraits que brosse comme ça à la diable pour l'éternité, parmi les pochades que nous laisse Tocqueville, il y a un certain nombre des plus grands, des plus célèbres hommes du siècle. Bien entendu, je pense à Adolphe Thiers, qu'il connaît bien avant l'époque de la Commune. Nous connaissons le vieux Monsieur Thiers, mais là c'est un Thiers encore bouillant qu'il croise. Oui. D'ailleurs, il ne l'aimait pas beaucoup. Il disait de Thiers, pour lui, le monde est une arène dont Dieu est absent, où la conscience n'a que faire et où chacun se tire d'affaire le mieux qu'il peut. Cela étant, il n'était pas systématiquement immoral et à utilité égale, il préférait le bien au mal. À utilité égale, il préférait le bien au mal. Mais après tout, on n'est pas certain que ce soit le cas de tous les hommes politiques. C'est presque une vertu qu'il lui reconnaît indirectement. Oui. Lamartine, par exemple, notre grand Lamartine au sommet du panthéon de nos lettres, il en fait une espèce de personnage inconséquent au sens propre. Il ne trouvait pas davantage grâce aux yeux de Tocqueville. Oui. De Lamartine, il disait « Je ne sais si j'ai rencontré dans ce monde d'ambitions égoïstes, au milieu duquel j'ai vécu, un esprit plus vide de la pensée du bien public que le sien. J'y ai vu une foule d'hommes troubler le pays pour se grandir. C'est la perversion courante. Mais il est le seul, je crois, qui m'est toujours semblé prêt à bouleverser le monde pour se distraire. » À bouleverser le monde pour se distraire. C'est vrai qu'on est là quand même, on peut parler d'une très grande, d'une critique très violente à l'égard du personnage. Ah non, il ne l'a pas raté celui-là, non. Et pour ce qui est de George Sand, on va clore la galerie là parce que c'est amusant. Il dit « Je lui trouvais des traits assez massifs mais un regard admirable. Tout l'esprit semblait s'être retiré dans ses yeux, abandonnant le reste du visage à la matière. Elle avait en effet une véritable simplicité de manière et de langage qu'elle mêlait peut-être à quelque peu d'affectation, de simplicité dans ses vêtements. Je confesse que plus ornée, elle m'eut paru encore plus simple. » Et nous avons, me dit-on, et c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie. Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est un des plus grands penseurs politiques français que Franck met à l'honneur cet après-midi sur Europe 1, Alexis de Tocqueville. Et c'est Nicolas Caro qui vient de passer nous faire un petit coucou. Nicolas Caro qu'on retrouve le soir chez Laurent Guimier, vous savez. Des clics et des claques, ouais. Et qui me dit que Raymond Aron disait que la prose de Tocqueville était triste dans les étapes. Il dit, oui. Mon Dieu. Vous nous prouvez le contraire, Hippolyte Boutens. Mais oui, il n'y a rien de triste. C'était un personnage, de toute façon. Il faut dire que le personnage était assez... Un peu taciturne, quand même. Oui, c'est ça. Il manque d'éclat. Disons que c'était pas un bout en train, c'était pas un plaisantin, mais c'est un homme qui avait l'humour, c'est-à-dire l'humour non pas dans le sens où on le donne à un humoriste pas tel qu'on les voit aujourd'hui sur scène ou sur l'écran. Mais il ne cherchait pas à faire rire du tout. Il ne cherchait pas à faire rire, mais il avait une attitude humoristique, c'est-à-dire un mélange d'investissement et de distanciation, et des distanciations à la fois vis-à-vis des événements, des autres et surtout de lui-même. Oui, est-ce qu'on l'a critiqué lui-même ? Est-ce qu'on a des traces d'une critique acerbe contre Tocqueville lui-même, de son vivant ? Personnellement, je n'en connais pas. Ouais. On l'a oublié depuis pas très longtemps.
il n'a revécu vraiment qu'à la deuxième mort de Karl Marx en 1980. Mais oui, il y a eu si j'ose dire, un revival de Tocqueville dans les années libérales. Oui. Mais critiques, il y en a peut-être, j'en sais rien, mais je ne les ai pas lus, en tout cas. Alors, il nous décrit, parce qu'après tout, il n'a pas fait cette carrière politique pour rien, il nous décrit le monde politique de ce milieu du 19e siècle avec une certaine dureté. Il parle notamment de l'attitude des ministres au moment où tombe le gouvernement. Et c'est très intéressant parce que c'est tout simplement, au-delà même de l'humour, c'est tout simplement d'une très grande justesse ce qu'il nous dit. L'événement qui renversait le ministère, écrit-il, compromettait la fortune entière pour celui-ci, pour celui-là la dot de sa fille et pour cet autre la carrière de son fils. C'est par là qu'on les tenait presque tous. La plupart ne s'étaient pas seulement élevés à l'aide de leur complaisance, on peut dire qu'ils en avaient vécu, ils en vivaient encore, ils espéraient bien continuer d'en vivre, car le ministère ayant duré 8 ans, on s'était accoutumé à l'idée qu'il durerait toujours, on s'y était attaché comme par le goût honnête et tranquille que l'on porte à son champ. Oui, ça c'est à propos du gouvernement, mais il n'oublie pas l'opposition. Oui, avec laquelle il n'est pas plus tendre. Avec laquelle il n'est pas plus tendre. Alors là, je vais faire l'opposant cette fois. Il disait « Combien n'avais-je pas vu près de moi de ces hommes tourmentés de leur vertu et tombant dans le désespoir parce qu'ils voyaient la plus belle partie de leur vie se passer à critiquer les vices des autres sans pouvoir enfin un peu jouir des leurs. La plupart avaient contracté dans cette longue abstinence un si grand appétit de place, d'honneur et d'argent qu'il était facile de prévoir qu'à la première occasion, ils se jetteraient sur le pouvoir avec une sorte de gloutonnerie sans se donner le temps de choisir le moment et le morceau. » Ouais, c'est extrêmement ciselé. Il y a chez Tocqueville ce mélange, évidemment, de l'élégance aristocratique, directement héritée du XVIIIe siècle encore, et d'une sorte de lucidité très grande qui fait déjà penser à un certain nombre des analystes du XXe siècle. Il est vraiment la transition des deux, c'est un homme de son temps. Mais c'est-à-dire que je résumerai un peu Tocqueville en disant que c'est un homme du XIXe qui a parlé du XXe dans un langage du XVIIIe. Oui, c'est ça. On peut dire ça dans une formule qui elle-même est tocquevillienne. Un extrait sur Europe 1 de la fantaisie hongroise pour piano et orchestre de Franz Liszt, Franck. On ne peut pas dire que Tocqueville soit amène avec sa propre personne. C'est quelqu'un qui se rudoie lui-même. Et qui est d'une grande... Vous nous parliez tout à l'heure, pour commencer cette émission, vous nous parliez de sa rigueur. C'est une rigueur qu'il s'applique d'abord à lui-même et aux siens, du reste. Non, tout à fait. Il a beaucoup de self-humour. Je crois qu'on n'a pas d'humour sans avoir de self-humour d'ailleurs. Il en parle à un certain moment. Il va devenir ministre. On lui demande comment il va réagir à cette nouvelle situation. Il dit, au début, je serais peut-être tenté de faire comme ces nouveaux anoblis de la cour de Bonaparte qui, pour la première fois qu'on les appelait par leur titre dans un salon, ne se reconnaissaient pas eux-mêmes et se rangeaient pour se laisser passer. Se rangeaient pour se laisser passer. Qui étaient ses amis? Qui étaient les amis de Tocqueville? Il avait, je dirais, l'homme qu'il a peut-être le plus aimé était son précepteur, l'abbé Le Sueur. Je crois que c'était vraiment... Qui a joué un très grand rôle. Un très grand rôle dans l'éducation de Tocqueville. Et vous savez que la famille de Tocqueville voulait qu'Alexis devienne militaire. Et c'est lui qui avait dissuadé la famille Tocqueville en disant qu'il ne fallait pas mettre une pareille tête sous un casque. Ça, c'était le premier homme auquel il était attaché.
Il y a eu également, bien sûr, Gustave de Beaumont. Il a d'ailleurs une très jolie formule en parlant de Gustave de Beaumont. Il disait « Au nom de cette amitié née je ne sais comment, toute vieille entre nous », avec lequel donc il est parti aux États-Unis. Et puis, son grand ami de cœur était également Louis de Kergorlet. Alors ça, oui. Dont il a été à la fois l'ami Et le défenseur. et le client. Enfin, l'avocat plutôt. L'avocat, oui. Kergorlet était en fait, Kergorlet s'était embarqué dans cet épisode un peu rocambolesque de la duchesse de Berry qui avait voulu débarquer. La grande épopée de la duchesse de Berry. Ça, oui. Qui a été bon. Et je crois que ça a duré 300 mètres avant que tout le monde n'ait été arrêté. Et donc, Kergorlet avait trempé là-dedans et il avait été poursuivi devant la cour d'assises de Montbrison, lequel Kergorlet donc a pris Tocqueville comme avocat. Ça a été la seule plaidoirie de Tocqueville dans toute sa vie. Il a d'ailleurs obtenu son acquittement. Il faut dire, Hippolyte Wouters, que vous êtes vous-même l'auteur d'un certain nombre de pièces, dont certaines écrites dans l'Alexandrin, du reste, et que dans la conversation, vous nous montrez Tocqueville et Juliette Récamier. Oui. Il a été le familier du salon de Madame Récamier. Oui, il fréquentait assez volontiers le salon de Madame Récamier. Il disait d'elle, elle était vertueuse. Si c'est être vertueuse que de faire croire à une douzaine d'hommes qu'on va leur accorder ses faveurs et que quelque événement survienne toujours pour l'empêcher de le faire. Et chacun de ses amis, en effet, disait-il, se croyait préféré. Elle nous gouvernait d'ailleurs par de petites préférences, en permettant à l'un de nous de venir 5 minutes plus tôt ou de rester 5 minutes plus tard, un peu comme Louis XIV élevait un courtisan au nu en permettant à l'un de porter le bougeoir ou à un autre de s'appuyer à son bras. Il ne restait plus rien de son ancienne beauté, ajoute-t-il néanmoins avec une certaine dureté, mais nous étions tous amoureux d'elle et ses esclaves. C'est encore mieux. Oui. Qu'est-ce qu'il lui trouvait à cette Juliette ? Ah, mais Juliette est une femme qui parvenait. Cette femme extraordinaire, la vie de Juliette mérite, enfin, je crois qu'il y a eu d'excellentes biographies d'elle, notamment on a eu l'occasion d'en parler ici, Françoise Wagner. Et Juliette est une femme qui parvenait à rendre les hommes fous. Il y a des gens comme Galland ou Ampère qui pendant 40 ans ont glandé l'heure de la galanterie qui n'est jamais venue, mais ils ont eu pendant 40 ans l'illusion que ça allait venir. Et donc, Tocqueville voyait ça peut-être avec une certaine distance, avec un certain humour, et se rendait effectivement compte que Juliette était une femme qui mettait les hommes en valeur, devant laquelle ils aimaient briller, et c'était sa grande force. Et elle l'a tenue comme ça jusqu'à ses 70 ans. Elle est morte en mai 49 du choléra. Lui-même est mort de la tuberculose. Lui-même est mort de la tuberculose en avril 59 à Cannes. À Cannes. Et alors il a gardé, je dirais, son humour, je dirais quasiment jusqu'à la fin, parce que Ampère lui écrit une lettre et il répond à ce cher Ampère, je ne vous en dis pas plus long, car j'ai à répondre à beaucoup d'amis qui m'écrivent pour savoir si par hasard je ne suis pas mort. Et malheureusement, quelques semaines plus tard, ce serait vrai. Effectivement. J'espère avoir donné envie à nos auditeurs, Hippolyte, de lire Tocqueville humoriste aux éditions Michel de Maulle et surtout de relire, comme on dit. C'est souvent un euphémisme, Tocqueville, qui mérite véritablement qu'on s'y penche. Je sais qu'un grand nombre de collégiens et de lycéens nous écoutent cette semaine parce qu'ils sont en vacances. Nous les saluons chaleureusement et nous leur disons qu'il faut aller lire Tocqueville. Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau, un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. 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 Éditions